Les 10 clés qui expliquent le nouveau système mondial. Ignacio Ramonet. C'est un journaliste espagnol professeur de théorie de la communication établi en France et l'une des principales figures du mouvement mondial alternatif. Les 10 clés qui expliquent le nouveau système mondial. Comment est le nouveau système mondial? Quelles sont ses principales caractéristiques? Quelle dynamique détermine le fonctionnement réel de notre planète? Quelles caractéristiques domineront dans les 15 prochaines années, d'ici 2030? Pour tenter de décrire ce nouveau système mondial et prévoir son avenir immédiat, nous allons utiliser la boussole de la géopolitique, une discipline qui permet de comprendre le jeu général des pouvoirs et d'évaluer les principaux risques et dangers. Anticiper, comme sur un échiquier, les coups de chaque adversaire potentiel. Que nous dit cette boussole? Le déclin de l'Occident. Le principal constat est le suivant, le déclin de l'Occident. Pour la première fois depuis le XVe siècle, les pays occidentaux perdent du pouvoir face à la montée en puissance de nouvelles puissances émergentes. La phase finale d'un cycle de 5 siècles de domination occidentale sur le monde commence. Le leadership international des États-Unis est perçu. Menacé aujourd'hui par l'émergence de nouveaux pôles de puissance, Chine, Russie, Inde, à l'échelle internationale. La déclassification stratégique des États-Unis a commencé. Le siècle américain semble toucher à sa fin, tandis que le rêve européen s'estompe. Bien que les États-Unis restent l'une des premières puissances mondiales, ils perdent leur hégémonie économique au profit de la Chine. Et elle n'exercera plus sa seule hégémonie militaire, comme elle l'a fait depuis la fin de la guerre froide, 1989. Nous allons vers un monde multipolaire dans lequel les nouveaux acteurs, Chine, Russie, Inde, ont vocation à constituer de solides pôles régionaux et à disputer la suprématie internationale à Washington et ses alliés historiques, Royaume-Uni, France, Allemagne, Japon. En troisième ligne apparaissent désormais une série de puissances intermédiaires, à la démographie croissante et au fort taux de croissance économique, appelées à devenir elles aussi des pôles hégémoniques régionaux et ayant tendance à se transformer, d'ici 15 ans, en un groupe d'influence planétaire, Indonésie, Brésil, Vietnam, Turquie, Nigeria, Éthiopie. Pour avoir une idée de l'ampleur et de la rapidité du déclassement occidental qui s'annonce, il suffit de pointer ces deux chiffres. La part des pays occidentaux dans l'économie mondiale va passer de 56% aujourd'hui à 25% en 2030. C'est-à-dire qu'en moins de 15 ans, l'Occident perdra plus de la moitié de sa prépondérance économique. L'une des principales conséquences en est que les États-Unis et leurs alliés n'auront plus les moyens financiers d'assumer le rôle de gendarme du monde. De telle sorte que ce changement structurel puisse réussir à fragiliser durablement l'Occident. L'irrésistible émergence de la Chine. Le monde se désoccidentalise et est de plus en plus multipolaire. Il met en lumière, une fois de plus, le rôle de la Chine qui apparaît, en principe, comme la grande puissance en devenir du XXe siècle. Même si la Chine est encore loin de représenter un véritable rival pour Washington. D'une part, la stabilité de l'empire du milieu n'est pas garantie car le capitalisme le plus sauvage et le communisme le plus autoritaire coexistent en son sein. La tension entre ces deux dynamiques provoquera, tôt ou tard, une rupture qui pourrait affaiblir son pouvoir. En tout cas, aujourd'hui, en 2016, les États-Unis continuent d'exercer une domination hégémonique incontestée sur la planète. Tant dans le domaine militaire, fondamental, que dans plusieurs autres secteurs de plus en plus déterminants, notamment la technologie, Internet et le soft power, culture de masse. Cela ne veut pas dire que la Chine n'ait pas fait de progrès prodigieux au cours des 30 dernières années. Jamais dans l'histoire un pays n'a autant grandi en si peu de temps. Pour le moment, alors que la puissance des États-Unis décline, la montée en puissance de la Chine est imparable. C'est déjà la deuxième puissance économique mondiale, devant le Japon et l'Allemagne. Pour Washington, l'Asie est désormais la zone prioritaire depuis que le président Obama a décidé de réorienter stratégiquement sa politique étrangère. Les États-Unis tentent d'y freiner l'expansion de la Chine en l'entourant de bases militaires et en s'appuyant sur ses partenaires locaux traditionnels, Japon, Corée du Sud, Taïwan, Philippines. Il est significatif que le premier voyage de Barack Obama, après sa réélection en 2012, ait été en Birmanie, au Cambodge et en Thaïlande, 3 États de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est, ANAS, une organisation qui rassemble les alliés de Washington dans la région, la plupart dont les membres ont des problèmes de frontières maritimes avec Pékin.
Les mers de Chine sont devenues les zones présentant le plus grand potentiel de conflits armés dans la région Asie-Pacifique. Les tensions de Pékin avec Tokyo, concernant la souveraineté des îles Senkaku, Diaoyu pour les Chinois. Et aussi le différend avec le Vietnam et les Philippines sur la propriété des îles Spratly s'intensifie dangereusement. La Chine modernise sa marine à toute vitesse. En 2012, elle a lancé son premier porte-avions, le Liaoning, et en construit un second, destiné à intimider Washington. Pékin soutient de moins en moins la présence militaire américaine en Asie. Entre ces deux géants, une dangereuse méfiance stratégique s'installe qui, sans doute, pourrait marquer la politique internationale dans cette région d'ici 2030. Terrorisme djihadiste. Une autre des menaces mondiales que notre boussole indique est le terrorisme djihadiste pratiqué hier par Al-Qaïda et aujourd'hui par l'organisation État islamique ou Daesh, ISIS, en anglais. Les principales causes de ce terrorisme djihadiste actuel doivent être recherchées dans les erreurs et crimes désastreux commis par les puissances qui ont envahi l'Irak en 2003. En plus de l'absurdité des interventions en Libye, 2011, et en Syrie, 2014. Le Moyen-Orient continue d'être le centre d'attention inquiétant du monde. Notamment autour de l'inextricable guerre civile en Syrie. Ce qui est clair, c'est que, dans ce pays, les grandes puissances occidentales, États-Unis, Royaume-Uni, France, alliées aux États qui ont le plus répandu une conception archaïque et rétrograde de l'islam à travers le monde, Arabie Saoudite, Qatar et Turquie, a décidé de soutenir, avec de l'argent, des armes et des instructeurs, l'insurrection islamiste sunnite. Les États-Unis ont établi un large axe sunnite dans cette région dans le but de renverser Bachar el-Assad et de priver ainsi Téhéran d'un grand allié régional. Mais le gouvernement de Bachar el-Assad, avec le soutien de la Russie et de l'Iran, a résisté et continue de se consolider. Le résultat de autant d'erreurs, c'est le terrorisme djihadiste actuel qui multiplie les attentats haineux contre des civils innocents en Europe et aux États-Unis. Certaines capitales occidentales continuent de penser qu'une puissance militaire massive suffit à faire tomber le terrorisme. Mais les exemples abondent dans l'histoire militaire de grandes puissances incapables de vaincre des adversaires plus faibles. Il suffit de se rappeler les échecs nord-américains au Vietnam en 1975 ou en Somalie en 1994. Dans un combat asymétrique, celui qui peut faire le plus ne gagne pas forcément. L'historien Eric Hobsbawm rappelle Tchou, en Irlande du Nord, pendant près de 30 ans, la puissance britannique s'est montrée incapable de vaincre une armée aussi minuscule que celle de l'IRA. Certes, l'IRA n'a pas eu l'avantage, mais elle n'a pas non plus été vaincue. Les conflits d'un nouveau type, où les forts affrontent les faibles ou les fous, sont plus faciles à déclencher qu'à terminer. Et l'utilisation massive de moyens militaires lourds ne permet pas forcément d'atteindre les objectifs recherchés. La lutte contre le terrorisme, c'est aussi autoriser, en matière de gouvernance et de politique intérieure, toutes les mesures autoritaires et tous les excès, y compris une version moderne de l'autoritarisme démocratique, qui vise, au-delà des organisations terroristes elles-mêmes, tous les rebelles et contestataires qui s'opposent à la mondialisation. Et les politiques néolibérales. Il y a une crise depuis longtemps. Autre constat important, les pays riches continuent de subir les conséquences du séisme économico-financier qu'a été la crise de 2008. Pour la première fois, l'Union européenne, et le Brexit le confirment, voit sa cohésion et même son existence menacée. En Europe, la crise économique durera encore au moins une décennie, c'est-à-dire jusqu'en 2025 au moins. On dit qu'il y a crise, dans n'importe quel secteur, lorsqu'un mécanisme s'arrête soudainement d'agir, commence à céder et finit par tomber en panne. Cette rupture empêche toute la machinerie de continuer à fonctionner. C'est ce qui se passe dans l'économie mondiale depuis l'éclatement de la crise des subprimes en 2007 à 2008. Les répercussions sociales de ce cataclysme économique ont été d'une brutalité sans précédent, 23 millions de chômeurs dans l'Union européenne et plus de 80 millions de pauvres. Les jeunes, en particulier, en sont les principales victimes, générations sans avenir, mais les classes moyennes ont aussi peur parce que le modèle de croissance néolibérale les laisse à l'écart. La vitesse de l'économie financière aujourd'hui est celle de l'éclair, tandis que la vitesse de la politique, en comparaison, est celle d'un escargot. Il est de plus en plus difficile de concilier temps économique et temps politique. Et aussi les crises mondiales et les gouvernements nationaux. Tout cela provoque, chez les citoyens, frustration et angoisse. La crise mondiale produit des perdants et des gagnants.
Les gagnants se trouvent, pour l'essentiel, en Asie et dans les pays émergents, qui n'ont pas une vision aussi pessimiste de la situation que celle des Européens. Il y a aussi de nombreux gagnants au sein des pays occidentaux dont les sociétés sont fracturées par des inégalités entre les riches qui s'enrichissent et les pauvres qui s'appauvrissent. En réalité, nous ne subissons pas une crise, mais un faisceau de crises, une somme de crises si intimement mêlées les unes aux autres que nous ne pouvons distinguer les causes des effets. Parce que les effets des uns sont les causes des autres, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'ils forment un véritable système. Autrement dit, nous sommes face à une véritable crise systémique du monde occidental qui touche la technologie, l'économie, le commerce, la politique, la démocratie, l'identité, la guerre, le climat, l'environnement, la culture, les valeurs, la famille, l'éducation, la jeunesse, etc. Du point de vue anthropologique, ces crises se traduisent par une augmentation de la peur et du ressentiment. Les gens vivent dans un état d'anxiété et d'incertitude. Les grandes paniques reviennent face à des menaces indéterminées comme les pertes d'emploi, les électrochocs technologiques, les biotechnologies, les catastrophes naturelles, l'insécurité généralisée. Tout cela constitue un défi pour les démocraties. Parce que cette terreur se transforme parfois en haine et en répudiation. Dans plusieurs pays européens, mais aussi aux États-Unis, cette haine est aujourd'hui dirigée contre l'étranger, l'immigré, le réfugié, le différent. Le rejet de tous les autres, musulmans, latinos, tziganes, subsahariens, sans-papiers, etc., est en hausse, et les partis xénophobes et d'extrême droite se multiplient. Déception et désenchantement. Il faut bien comprendre que depuis la crise financière de 2008, dont nous ne sommes pas encore sortis, plus rien n'est pareil partout. Les citoyens sont profondément désabusés. La démocratie elle-même, en tant que modèle, a perdu sa crédibilité. Les systèmes politiques ont été ébranlés jusqu'à la racine. En Europe, par exemple, les grands partis traditionnels sont en crise. Et partout on perçoit des montées de formation d'extrême droite, en France, en Autriche et dans les pays nordiques, ou des partis anti-système et anti-corruption, Italie, Espagne. Le paysage politique apparaît radicalement transformé. Ce phénomène a atteint les États-Unis, un pays qui a déjà connu, en 2010, une vague populiste dévastatrice, incarnée alors par le Tea Party. L'irruption du milliardaire Donald Trump dans la course à la Maison-Blanche prolonge cela et constitue une révolution électorale qu'aucun analyste ne savait prévoir. Si, apparemment, la vieille bicéphalie entre démocrates et républicains survit, la montée en puissance d'un candidat aussi hétérodoxe que Trump constitue un véritable séisme. Son style direct et populaire, son message manichéen et réducteur, faisant appel aux bas instincts de certains secteurs de la société, lui ont conféré un caractère d'authenticité aux yeux de la partie la plus déçue de l'électorat de droite. À cet égard, le candidat républicain a su interpréter ce que l'on pourrait appeler la « rébellion de base ». Mieux que quiconque, il a perçu le fossé grandissant entre les élites politiques, économiques, intellectuelles et médiatiques, d'une part, et la base électorale conservatrice, d'autre part. Son discours violemment anti-Washington bureaucratie, anti-médias et anti-Wall Street séduit notamment les électeurs blancs, peu éduqués et appauvris par les effets de la mondialisation économique. Des tremblements de terre et encore des tremblements de terre. À cet égard, nous pourrions dire qu'une autre grande caractéristique du nouveau système mondial est les tremblements de terre. Séismes financiers, monétaires, boursiers, climatiques, énergétiques, technologiques, sociaux, géopolitiques comme le rétablissement des relations entre Cuba et les États-Unis ou, dans un autre sens, le récent coup d'État institutionnel au Brésil contre la présidente Dilma Rousseff. Séismes électoraux comme la récente victoire du « non » en Colombie aux accords de paix entre le gouvernement de Juan Manuel Santos et les FARC, ou le récent « Brexit » au Royaume-Uni, ou le succès de l'extrême droite en Autriche, ou la défaite d'Angela Merkel à plusieurs élections partielles en Allemagne. Ou l'énorme tremblement de terre qui pourrait effectivement constituer l'éventuelle victoire électorale de Donald Trump aux États-Unis. Des événements imprévus éclatent avec force sans que personne, ou presque, ne les ait vus venir. Il y a un manque général de visibilité. Si gouverner c'est prévoir, nous vivons une crise évidente de la gouvernance générale. Dans de nombreux pays, l'État qui protégeait les citoyens a cessé d'exister. Il y a une crise de la démocratie représentative, il ne nous représente pas, ont dit les indignés. Le peuple exige que l'autorité politique assume à nouveau son rôle dirigeant dans la société.
Elle insiste sur la nécessité de réinventer la politique et pour le pouvoir politique de limiter le pouvoir économique et financier des marchés. Internet, cyberespionnage et cyberdéfense. Le nouveau système mondial se caractérise aussi par la multiplicité des ruptures stratégiques dont nous ne comprenons parfois pas le sens. Aujourd'hui, Internet est le vecteur de la plupart des changements. Presque toutes les crises récentes ont un lien avec les nouvelles technologies de la communication et de l'information, avec la dématérialisation et la numérisation généralisée, et avec l'explosion sans précédent des réseaux sociaux. Plus qu'une technologie, Internet est donc un acteur fondamental des crises. Rappelez-vous simplement le rôle de Wikileaks, Facebook, Twitter et d'autres réseaux sociaux dans l'accélération de l'information et de la connectivité sociale à travers le monde. D'ici 2030, dans le nouveau système mondial, certaines des plus grandes communautés de la planète ne seront plus des pays mais des communautés rassemblées et reliées entre elles par Internet et les réseaux sociaux. Par exemple, Facebookland, plus d'1 milliard d'utilisateurs. Ou Twitterland, plus de 800 millions. Dont l'influence, dans le jeu des trônes de la géopolitique mondiale, pourrait s'avérer décisive. Aujourd'hui, les structures de pouvoir s'estompent grâce à l'accès universel à Internet et à l'utilisation des nouveaux outils numériques. D'autre part, en raison de l'étroite complicité que certaines grandes puissances ont établie avec les grandes entreprises privées qui dominent les industries de l'informatique et des télécommunications, la capacité d'espionnage de masse a également augmenté de façon exponentielle. Des méga-entreprises telles que Google, Apple, Microsoft, Amazon et plus récemment Facebook ont noué des liens étroits avec l'appareil d'État à Washington, notamment les responsables de la politique étrangère. Cette relation est devenue une évidence. Ils partagent les mêmes idées politiques et ont la même vision du monde. En fin de compte, les liens étroits et la vision commune du monde entre, par exemple, Google et l'administration américaine servent les objectifs de la politique étrangère américaine. Cette alliance inédite, État et appareils de sécurité militaire et industrie géante du web, a créé un véritable empire de la surveillance dont l'objectif clair et concret est de mettre Internet sous surveillance, tout Internet et tous les internautes, comme l'ont dénoncé Julian Assange et Edward Snowden. Le cyberespace est devenu une sorte de cinquième élément. Le philosophe grec Empédocle a soutenu que notre monde était composé d'une combinaison de 4 éléments, la terre, l'air, l'eau et le feu. Mais l'émergence d'Internet, avec son mystérieux entre-espace, superposé au nôtre, constitué de milliards d'échanges numériques de toutes sortes, par son roaming, son streaming et son clouding, a engendré un nouveau univers, de manière quantique, qui vient compléter la réalité de notre monde contemporain comme s'il s'agissait d'un véritable cinquième élément. En ce sens, il convient de noter que chacun des 4 éléments traditionnels constitue historiquement un champ de bataille, un lieu d'affrontement. Et que les États ont dû développer des composantes spécifiques des forces armées pour chacun de ces éléments, pour la terre, l'armée de terre, pour l'air, l'armée de l'air, pour l'eau, la marine, et, avec un caractère plus singulier, pour le fourgon, les pompiers ou Fire Warriors. Naturellement, depuis le développement de l'aviation militaire en 1914 à 1918, toutes les grandes puissances ajoutent aujourd'hui, aux 3 armées et pompiers traditionnels, une nouvelle armée dont l'écosystème est le cinquième élément, la cyberarmée, en charge de la cyberdéfense, qui a ses propres structures organiques, son état-major, ses cybersoldats et ses propres armes, des supercalculateurs préparés pour défendre les cyberfrontières et mener une cyberguerre numérique dans l'environnement Internet. Une mutation du capitalisme, l'économie collaborative. 30 ans après l'expansion massive du web, les habitudes de consommation évoluent également. Peu à peu, l'idée que l'option la plus intelligente aujourd'hui est d'utiliser quelque chose en commun, et pas nécessairement de l'acheter, s'impose. Il s'agit d'abandonner progressivement une économie basée sur la soumission des consommateurs et sur l'antagonisme ou la concurrence entre producteurs, pour passer à une économie qui stimule la collaboration et l'échange entre les utilisateurs d'un bien ou d'un service. Tout cela pose une véritable révolution au sein du capitalisme qui opère, sous nos yeux, une nouvelle mutation. C'est un geste irrésistible. Des milliers de plateformes numériques d'échange de produits et de services se développent à toute vitesse. La quantité de biens et de services pouvant être loués ou échangés via des plateformes en ligne, qu'elles soient payantes ou gratuites, comme Wikipédia, est déjà littéralement infinie. Au niveau planétaire, cette économie collaborative croît actuellement entre 15% et 17% par an. Avec des exemples de croissance absolument spectaculaires.
Par exemple, Uber, l'application numérique qui relie les passagers aux chauffeurs, en seulement 5 ans d'existence vaut déjà 68 000 millions de dollars et opère dans 132 pays. De son côté, Airbnb, la plateforme d'hébergement en ligne pour particuliers qui a vu le jour en 2008 et qui a déjà trouvé un lit à plus de 40 millions de voyageurs, vaut aujourd'hui en bourse, sans posséder une seule chambre, plus de 30 000 millions de dollars. C'est-à-dire plus que les grands groupes Hilton, Marriott ou Hyatt. À cet égard, une autre caractéristique fondamentale qui change et qui n'était rien de moins que la base de la société de consommation est le sens de la propriété, le désir de possession. Acquérir, acheter, avoir, posséder étaient les verbes qui traduisaient le mieux l'ambition essentielle d'une époque où avoir défini l'être. Accumuler. Les choses, maisons, voitures, réfrigérateurs, téléviseurs, meubles, vêtements, montres, livres, photos, téléphones, etc., constituaient pour beaucoup de gens la principale raison d'être. Il semblait que, depuis la nuit des temps, le sens matérialiste de la possession était inhérent à l'être humain. L'économie collaborative est donc un modèle économique basé sur l'échange et le partage de biens et de services grâce à l'utilisation de plateformes numériques. Il s'inspire des utopies de partage et des valeurs non marchandes comme l'entraide ou la convivialité, mais aussi de l'esprit de gratuité, mythe fondateur d'Internet. Son idée principale est « ce qui est à moi est à toi », c'est-à-dire partager au lieu de posséder. Et le concept de base est le troc. Il s'agit de mettre en relation, numériquement, des personnes qui recherchent quelque chose avec des personnes qui le proposent. Les entreprises les plus connues dans ce secteur sont Uber, Airbnb, Netflix, Blablacar, etc. De nombreux signes laissent penser que nous assistons au crépuscule de la deuxième révolution industrielle, basée sur l'utilisation massive des énergies fossiles et des télécommunications centralisées. Et on voit émerger une économie collaborative qui oblige, comme nous l'avons déjà dit, le système capitaliste à muter. D'autre part, dans un contexte où le changement climatique est devenu la principale menace pour la survie de l'humanité, les citoyens n'ignorent pas les dangers écologiques inhérents au modèle mondialisé d'hyperproduction et d'hyperconsommation. Là aussi, l'économie collaborative propose des solutions moins agressives pour la planète. À une époque comme la nôtre, de forte méfiance envers le modèle néolibéral et envers les élites politiques, financières, médiatiques et bancaires, l'économie collaborative semble apporter des réponses à de nombreux citoyens en quête de sens et d'éthique responsable. Il exalte les valeurs d'entraide et de désir de partage. Autant de critères qui, à d'autres moments, étaient le mortier des théories communautaires et des ambitions socialistes. Mais aujourd'hui, ils sont, ne vous y trompez pas, le nouveau visage d'un capitalisme mutant désireux de sortir de la sauvagerie impitoyable de sa récente période ultralibérale. Notre boussole pointe également l'apparition de tensions entre les citoyens et certains gouvernements dans des dynamiques que plusieurs sociologues qualifient de « post-politiques » ou « post-démocratiques ». D'une part, la généralisation de l'accès à Internet et la mondialisation de l'utilisation des nouvelles technologies permet aux citoyens d'accéder à de hauts niveaux de liberté et de défier leurs représentants politiques, comme lors de la crise des Indignados. Mais, en même temps, ces mêmes outils électroniques offrent au gouvernement, comme nous l'avons vu, une capacité sans précédent de surveiller leurs citoyens. Menace non militaire. La technologie, dit un récent rapport de la CIA, continuera d'être le grand niveleur, et les futurs magnats de l'Internet, comme cela pourrait être le cas de Google et Facebook, ont des montagnes entières de bases de données, et gèrent en temps réel beaucoup plus d'informations que n'importe quel gouvernement. Pour cette raison, la CIA recommande à l'administration américaine de faire face à cette éventuelle menace des grandes entreprises de l'Internet en activant le Special Collection Service, un service de renseignement top secret, géré conjointement par la NSA, National Security Service, et le SCE, Service Cryptologic Elements, des forces armées, spécialisé dans la collecte clandestine d'informations d'origine électromagnétique. Le danger qu'un groupe d'entreprises privées contrôle toute cette masse de données réside principalement dans le fait qu'elle pourrait conditionner le comportement à grande échelle de la population mondiale et même des entités gouvernementales. On craint également que le terrorisme djihadiste ne soit remplacé par un cyberterrorisme encore plus redoutable. La CIA prend ce nouveau type de menace d'autant plus au sérieux que, finalement, le déclin des États-Unis n'a pas été causé par une cause extérieure mais par une crise intérieure, la faillite économique survenue en 2007 à 2008. Le rapport insiste sur le fait que la géopolitique d'aujourd'hui doit s'intéresser à de nouveaux phénomènes qui n'ont pas nécessairement un caractère militaire.
Eh bien, même si les menaces militaires n'ont pas disparu, certains des principaux dangers auxquels nos sociétés sont aujourd'hui confrontées sont de nature non militaire: changement climatique, mutations technologiques, conflits économiques, crime organisé, guerre électronique, épuisement des ressources naturelles. Concernant ce dernier aspect, il est important de savoir que l'une des ressources qui s'épuise le plus rapidement est l'eau douce. En 2030, 60% de la population mondiale aura des problèmes d'approvisionnement en eau, donnant lieu à l'apparition de conflits de l'eau. Quant à la fin des hydrocarbures, au contraire, grâce aux nouvelles techniques de fracturation hydraulique, l'exploitation du pétrole et le gaz de schiste atteint des niveaux exceptionnels. Les États-Unis sont déjà quasiment autosuffisants en gaz et pourraient l'être en 2030 en pétrole, ce qui tend à faire baisser leurs coûts de production manufacturiers et encourage la délocalisation de leurs industries. Mais si les États-Unis, actuellement le principal importateur d'hydrocarbures, cessent d'importer du pétrole, il faut s'attendre à ce que les prix du baril baissent. Quelles seront alors les conséquences pour les grands pays exportateurs? Vers le triomphe des villes et des classes moyennes. Dans le monde vers lequel nous nous dirigeons, 60% des gens vivront, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, dans des villes. Et, comme conséquence de la réduction accélérée de la pauvreté, les classes moyennes seront dominantes et va tripler, passant de 1000 à 3000 millions de personnes. Celle-ci, qui est en soi une révolution colossale, entraînera, entre autres effets, un changement général des habitudes culinaires et, en particulier, une augmentation de la consommation de viande à l'échelle planétaire. Ce qui va aggraver la crise environnementale. En 2030, les habitants de la planète seront de 8,5 milliards, mais la croissance démographique cessera sur tous les continents sauf l'Afrique, avec comme conséquence le vieillissement général de la population mondiale. Au contraire, le lien entre les êtres humains et les technologies prothétiques va accélérer le développement de nouvelles générations de robots et l'apparition de surhommes, capables de prouesses physiques et intellectuelles sans précédent. L'avenir est rarement prévisible. Cela ne veut pas dire qu'il faille cesser de l'imaginer en termes prospectifs. Se préparer à agir face à diverses circonstances possibles, dont une seule se produira. À cet égard, la géopolitique est un outil extrêmement utile. Il nous aide à prendre conscience des évolutions rapides en cours et à réfléchir sur la possibilité, pour chacun d'entre nous, d'intervenir et de fixer le cap. Pour tenter de construire un avenir plus juste, plus écologique, moins inégalitaire et plus solidaire. Terminé. Les 10 clés qui expliquent le nouveau système mondial. Ignacio Ramonet.